Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sans filtre, sans script, et aujourd'hui sans enthousiasme. Aujourd'hui je suis très aigrie car je voulais réaliser une vidéo promotionnelle avec un fond vert pour mon nouveau roman. Et puis malheureusement, j'ai passé toute la matinée à essayer de le faire, à faire de nombreuses manipulations dont je ne suis absolument pas familière, et tout cela pour échouer. Donc j'aurais eu meilleur temps de chercher un endroit avec une tapisserie des années 70 et d'aller me filmer directement là-bas. Donc voilà, je suis très énervée, donc j'ai décidé que, à rebours de mes habitudes, j'allais faire aujourd'hui une vidéo sur une série de bouquins qui m'a moyennement enthousiasmée. Voilà, cela va me permettre d'évacuer mon stress. Bon, alors, allons-y tout de suite, arrachons le sparadrap d'un coup. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de La Longue Terre de Terry Pratchett et, j'en ai bien peur, Stephen Baxter. Alors, donc je vous parle de ce roman-là, mais en fait, je vais vous parler de l'entièreté du cycle. Donc, j'ai pas ramené tous les bouquins parce que flemme. Et puis, en plus, les autres sont sur ma liseuse, en vérité. Donc, on a La Longue Terre, ensuite on a La Longue Guerre, La Longue Mars, La Longue Utopie et Le Long Cosmos. Donc voilà, c'est très long, ça fait beaucoup de longueur. Ouais. Donc, de quoi ça parle? Alors déjà, c'est donc écrit par Terry Pratchett, un auteur que j'adore, dont j'ai lu l'entièreté des Annales du Disque Monde en français et en espagnol, parce que quand on aime, on ne compte pas. Donc quelqu'un qui est connu pour, comment dire, ses livres de fantaisie burlesque, comme c'est indiqué sur les couvertures en français. Je trouve que la définition colle pas mal. Quelqu'un qui a créé tout un univers très original avec des personnages vraiment bien construits, attachants, hem, comment dire? Quelqu'un qui va manipuler des concepts philosophiques relativement élevés, mais tout en gardant toujours un humour pince sans rire qui personnellement m'enchante. Donc ça, voilà notre Terry Pratchett d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons Stephen Baxter. Alors de lui, j'ai lu Coalescence, dont l'honnêteté m'oblige à dire que je l'ai beaucoup aimé. Puis j'ai commis l'erreur d'essayer de lire Déluge. Comment vous dire? Donc j'ai commencé à lire ce livre donc l'action se situait au départ à Barcelone, et au bout de quelques pages, j'ai appris, à ma grande stupeur, que la guerre civile espagnole avait été causée, figurez-vous, par des tensions ethniques datant de l'époque de la Reconquista. Je crois qu'un Britannique n'avait pas fait un pire affront à l'Espagne depuis l'époque de la Invencible Armada. Donc là, j'ai refermé le livre parce que là, je peux pas. Moi, mon incrédulité, là, même si je l'avais attaché avec du scotch, que je l'ai cloué, que j'ai mis de la super glue, non, là, elle est tombée par terre, quoi. C'est fini. C'est fini. Adieu Stéphane. Non, je ne peux plus. Désolée, notre, euh, notre idylle s'est terminée là. Je suis désolée, hein, peut-être que le livre était super bien par rapport à ça, mais à part ça, je voulais dire, mais non, 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 c'est pas possible, juste non. Non. Donc la guerre civile n'est pas due à ça, et je ne vais pas vous faire un cours sur les origines de la guerre civile. Mais sachez, si vous tombez sur ce livre de Monsieur Baxter, que non, ce n'est pas dû à des tensions ethniques qui datent de l'époque de la Reconquista. Mon Dieu, encore dans une uchronie, j'aurais compris. Enfin bref. Et voilà, donc mon expérience avec cet auteur-là. Mais bon, sinon c'est un auteur à qui je reconnais des qualités quand même. Euh, Même si donc il a donc un intérêt pour la science, et il écrit de la hard SF qui est très convaincante, sauf quand on pense au décor historique, donc parce qu'apparemment une de ses passions, c'est de ruiner l'histoire des autres peuples européens. Non mais j'arrête. Non, il doit pas l'avoir fait exprès. Mais en fait, je vous en parle parce que enfin, pour moi, ça a eu un impact dans cette série de La Longue Terre. Alors, de quoi ça nous parle, La Longue Terre? La Longue Terre, ça nous raconte l'histoire, en fait, du monde
au début des années 2000, donc c'est une histoire parallèle à la nôtre, hein, parce qu'il s'est pas passé ça en 2005, où tout d'un coup, les enfants suivent un schéma qu'ils ont trouvé sur internet, un schéma d'un truc qui s'appelle le passeur. Ils le fabriquent, il faut qu'ils le finissent eux-mêmes, qu'ils y insèrent une pomme de terre pour fournir de l'énergie. Ça, c'est le petit côté burlesque à la Terry Pratchett. Et en l'actionnant, en fait, ils passent dans un monde parallèle. Bim. Donc ils font tous ça, en fait, en même temps un jour, et ça crée évidemment une catastrophe parce que, ben, les enfants se retrouvent dans un monde parallèle où ils sont perdus, ils tombent dans des marais, il y en a qui sont tombés de plusieurs étages, enfin bon. Et parmi tous ces jeunes, il y en a un qui s'appelle Josué Valiente, qui lui, garde son sang-froid et va aller sauver les autres, et en fait, il se trouve être comme un poisson dans l'eau dans ce monde parallèle. Bon. Donc notre Josué Valiente, nous allons le suivre pendant des années, depuis ses 13 ans jusqu'à ses 60 et quelques années. D'accord? Ça va être le héros de notre saga. Donc nous avons notre... le décor, en fait, c'est ça. C'est... En fait, le personnage principal, c'est pas tellement Josué Valiente, c'est pas tellement non plus Lobsang, une intelligence artificielle qui s'est incarnée dans un robot ayant les traits d'un moine tibétain, et qui va l'aider dans ses recherches. En fait, le personnage principal, c'est la Longue Terre. Le fait que les êtres humains aient la capacité, grâce aux passeurs, à passer d'un monde à l'autre, et en fait, ces mondes-là, il y en a à l'infini. Donc ils ont décidé, par convention, qu'il y en avait à l'est et à l'ouest, et il y en a, on ne sait pas combien. Donc la plupart des humains arrivent à passer avec un passeur, certains n'y arrivent pas du tout parce qu'ils sont phobiques, et d'autres, en fait, comme Josué Valiente, y arrivent naturellement. Ils se rendent compte, en fait, à un moment donné, qu'il y arrive sans passeur. Et donc ce sont des passeurs nés. Bon, alors quand j'ai commencé à lire ça, je me suis dit: «Ouais, ça me rappelle quand même vaguement quelque chose». Oui, c'est tout à fait le même scénario que dans Chaîne autour du soleil de mon cher Simak, que j'aime tant, et à qui j'ai déjà, comment dire? Dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc on est exactement sur le même modèle. Dans Chaîne autour du soleil, un écrivain, Jay Vickers, se trouve en fait dans un monde, alors ce sont des années 80 parallèles, le livre a été écrit en 52, donc un monde où il y a beaucoup de problèmes sociaux, de problèmes écologiques, etc. Et des gens disparaissent, ce sont des pauvres, et ils disparaissent en fait du monde. Bref. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'ils passent dans un monde parallèle, donc dans des États-Unis parallèles, qui, exactement comme dans la Longue Terre, sont dépourvus d'êtres humains. Donc en fait, ils arrivent, paf, dans un équivalent des États-Unis, mais sans êtres humains, et ils mènent une vie de pionnier à cet endroit-là. Dans cet univers, donc dans Chaîne autour du soleil, il y a des mutants. Notre Jay Vickers en fait partie à son insu le plus complet. Et ces mutants-là ont besoin au départ de s'auto-hypnotiser. Alors lui, il s'est auto-hypnotisé avec une toupie qu'il a repeinte lui-même bien délicatement, exactement comme notre Josué Valiente avec son passeur. Et ensuite, il est passé dans le monde parallèle, et ensuite il s'est rendu compte qu'il n'avait plus besoin d'artefacts pour l'aider à passer, exactement comme notre Josué Valiente. Voilà. Les différences, les ressemblances, pardon, ne s'arrêtent pas là, mais je vais arrêter de vous parler de Chaîne autour du soleil, parce que voilà. Alors, le multivers, c'est un... Donc, j'arrête de vous en parler, pourquoi? Parce que bah, je vous recommande de toute façon de lire ce livre, qui est intéressant et qui se lit vite et dont les personnages sont attachants, eux. Ça y est, mon aigreur ressort. Ouais. Donc je vous disais, le thème du multivers, c'est un thème que Terry Pratchett affectionne. On le trouve, par exemple, dans Va-t-en-guerre. On le trouve aussi souvent dans les discussions des mages de l'université de l'invisible. Tous ceux qui auront lu les Annales du Disque Monde sérieusement s'en souviendront. Donc voilà, c'est une thématique qui l'a toujours intéressé. Stephen Baxter, je ne sais pas si ça l'a intéressé. Voilà, je ne veux pas le savoir. Mais dites-le moi quand même dans les commentaires si vous en avez une idée.
Donc je vais commencer par vous dire ce qui ne m'a pas plu dans cette saga. D'accord? Alors attention, accrochez-vous. Et je pense que vraiment ce qui ne m'a pas plu ne vient pas du tout de Terry Pratchett, hein, pas du tout. Ce qui ne m'a pas plu, alors les personnages ne sont pas du tout, bien différenciés en fait. Leur psychologie est peu fouillée, ils ne sont pas tellement intéressants. Moi, j'arrive à pleurer en lisant Petit ours brun, mais là, il y en a qui meurent alors que ça faisait 3 volumes qu'on les suivait. J'en ai vraiment rien eu à carrer. C'était vraiment inintéressant au possible. Quelquefois, alors il y a des éléments d'intrigue qui sont posés ici et là, qui sont jamais suivis. Donc bon, ma foi, pourquoi pas, après tout, au final. C'est on a alors, quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment agacée, c'est le côté très anglo-centré de cet univers. Alors vous allez me dire: «Oui, mais non, à un moment, il y a Nelson, machin truc, là, c'est un sud-américain, un sud-africain, pardon. Oui, oui, bah, il parle anglais quand même, désolée de le rappeler. Et puis, à un moment donné, il y a les Chinois. Oui, bah, puis ils font des explorations, puis ils emmènent des Américains, puis ils parlent anglais. Ils sont obligés de parler anglais. Même en 2064, ils parleront encore anglais, hein, il y a la domination anglo-saxonne sur le monde, sur tous les multivers, tout partout. Voilà. À un moment donné, heu, apparaissent en plus des passeurs nés, des mutants qui, s'appellent eux-mêmes les suivants, donc c'est une évolution de l'espèce humaine. Je vous en reparlerai après parce qu'ils m'ont énervé aussi ceux-là. Et donc ces suivants, sont plus intelligents que l'homo sapiens, de base évidemment, hein, mais ils sont tous anglo-saxons. À un moment donné, ils vont se cacher, dans un endroit du multivers, que que des wasps. Il y a que ça, il y a que ça. Tu vas pas en non, il y a un seul personnage qui a un nom espagnol, Sancho, c'est un troll, voilà. Donc parce que le multivers est peuplé d'hominidés, tous, moins évolués que les êtres humains et bah, voilà, hein, Sancho c'est un troll, mais sinon les suivants, avec leur intellect supérieur, ils sont tous anglo-saxons, bien évidemment, mais bien évidemment! Hem, Mieux vaut en rire. Donc voilà, ils ont un prophète, mais tout ce que il y a que ça. Donc c'est vachement incroyable quand même. Aux États-Unis, dans les années 2050, ils seront tous anglo-saxons, c'est tout, il y a que ça. Ça m'a vraiment agacée, mais bon. Donc les suivants aussi, c'est des caricatures de personnes avec syndrome d'Asperger. Ça m'a agacée également, mais franchement, et je dis, il faut arrêter avec ça, laissez-nous tranquilles. Bon, et la chose qui m'a le plus énervée, ça m'a énervée d'un bout à l'autre de ma lecture. Vous allez dire: «Mais elle est cinglée». Vous aurez raison. Parce que je pense que la majorité des gens, ça ne les aura pas énervés du tout, mais ce n'est pas grave, moi ça m'a énervée, d'accord? C'est ma vidéo, je peux faire ce que je veux. Donc ce qui m'a énervée, c'est l'orthographe du nom du personnage principal, Josué Valiente. Parce que ça a été écrit Valiente, Valiente, accent aigu. Accent aigu. Mais t'as vu jouer ça où? Alors, il peut y avoir 1 milliard de terres vers l'ouest, 1 milliard de terres vers l'est. Dans aucune de ces réalités, un mot espagnol avec une diphtongue n'aura un accent aigu à la fin. C'est impossible. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Soyons clairs. Soyons extrêmement précis. Non, là, ça ne se peut pas. Chaque fois que je voyais ce mot, avec cette orthographe débile, ça m'agaçait. J'avais l'impression qu'on me passait du papier de verre à l'intérieur du cerveau, vous voyez? Et puis, alors, un petit détail personnel qui fait que ça m'énervait encore plus, c'est que quand ma famille a été naturalisée, on a rajouté un de ces accents de merde là, qui servent à rien, juste pour franciser mon nom. Ce n'est pas ainsi qu'il faut s'y prendre. Donc, déjà quand c'est sur mon nom, ça m'énerve, mais encore ils l'ont mis, maintenant on l'a enlevé, mais ils l'avaient mis là où l'accent tonique tombait, par extraordinaire et par magie.
Mais bon, voilà, on peut encore se dire, c'était dans les années 1920, voilà, ils savaient pas les règles de phonologie de l'espagnol et tout ça. Oui, c'est vrai, je leur pardonne. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais là, Terry Pratchett, il devait plus savoir ce qu'il faisait non plus. Je ne le blâme pas, mais je blâme Stephen Baxter, là. Lui, je le blâme, lui. Il aurait pu, je sais pas, demander à une personne qui parle un peu espagnol, et ça doit se trouver à Londres. J'en sais rien, moi. Est-ce qu'on met un accent en espagnol, un accent écrit, là où l'accent tonique ne tombe pas, dans un mot qui a une diphtongue? Non, ça n'existe pas. Tu vas énerver tous les hispaniques qui vont le lire. Alors arrête maintenant, il faut pas faire ça. Ça m'a soulagée de vous dire ça. Vous pouvez pas imaginer. Mais en vrai, voilà, pour moi, c'est des choses, c'est des petits détails à la noix. Mais c'est rien de se renseigner sur un truc comme ça. Enfin, pour moi, je sais pas, ça rend tout l'univers non crédible, en fait. Alors, c'est peut-être ridicule, hein, mais voilà, vous, si vous tombez sur quelque chose que vous connaissez hyper bien dans un livre de fiction et que vous vous rendez compte que c'est faux, je suis sûre que ça va vous agacer aussi. Dites-le moi dans les commentaires ou dites-moi si je suis folle. Mais oui, ouais, je sais que enfin, je sais que j'exagère un peu. J'ai prévenu au début que c'était parce que j'étais énervée. Bon, mis à part ça, maintenant que j'ai dit tout le négatif, quels sont les points positifs? Alors, bon, les points positifs, c'est que ça se lit très rapidement, c'est assez fluide. Bon, ça s'oublie aussi vite, hein. Ah non, j'ai dit que c'était les points positifs. Non, mais en vrai, voilà, on le lit comme ça, ça s'enchaîne assez bien. Le style n'est... Alors, les gens qui aiment Terry Pratchett, vous ne trouverez absolument pas son style là-dedans. C'est même pas la peine. Vraiment, vraiment, si vous cherchez du Terry Pratchett, c'en est pas. Euh, Soyons clairs, hein. Il y a quelques idées qui viennent de lui. Donc, bon, bah, il y a Lobsang qui est apparu dans Procrastination, par exemple, dans les Annales du Disque Monde, mais ce n'est pas le même personnage. Voilà, il y a un petit peu de sarcasme, un petit peu d'humour décalé au début. Et puis après, bah, Terry Pratchett, de toute façon, il avait ses propres projets. Il luttait contre une maladie terrible qui a fini par malheureusement l'emporter. Donc, vraiment, je pense que oui, il était là pour l'idée de base et puis pour trouver quelques idées originales, mais c'est pas lui qui a écrit, enfin, c'est pas son travail prioritairement. Voilà. Donc bon, alors il y a beaucoup de... Qu'est-ce que j'ai bien aimé quand même? Il faut quand même que je sois positive. Donc oui, l'idée de base n'est pas originale, l'idée de base vient vraiment, vraiment d'un livre de Simak euh, que je vous conseille de lire parce qu'il est vraiment sympa à lire. Ça se lit en une petite soirée, tranquille. Donc, mais bon, c'était intéressant de voir bah, les êtres humains qui vont explorer, la colonisation des mondes. Il y a quand même quelques idées sociologiques intéressantes. Au niveau scientifique, je pense que Stephen Baxter se débrouille mieux pour ce qui est de la science que pour ce qui est de la linguistique et de l'histoire des autres pays européens. Donc tout ce qui est scientifique est bien rendu, l'exploration de Mars était sympathique, les différentes races humanoïdes sont intéressantes aussi. Hem, Qu'est-ce que j'ai bien aimé encore? Oui, oui, j'arrive plus à trouver, voilà, c'est tout. Voilà, oui, c'est bon. Donc voilà, si vous cherchez un bouquin dont les personnes, enfin, si vous n'êtes pas porté sur tout ce qui est intérêt humain, que vous aimez bien lire un bouquin avec des grandes idées, que vous n'êtes pas particulièrement attaché à la langue espagnole et que vous vous en fichez de voir la suprématie anglo-saxonne sur le monde, je vous recommande de lire ces livres. Dans les autres cas, vous pouvez les lire en sachant que vous allez être un peu énervé, mais maintenant que vous êtes prévenu, ça passera peut-être mieux. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous en dire de plus? Ben, pas grand-chose, j'en ai peur. Je suis désolée d'avoir été négative pour une fois. Bon, peut-être que ça vous aura amusé. Ma foi, j'espère. La prochaine fois, je vous parlerai d'un livre qui m'aura plus enthousiasmé. Et puis en attendant, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté quand même, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sans script.
et sans filtre. Au revoir.